Robert Drozel, vous venez de publier chez Numéri Livre Laïcité, tolérance et franc-maçonnerie. 1791, Condorcet écrit que la puissance publique se borne à l'instruction en abandonnant aux familles le reste de l'éducation. Ma question en 2020, est-ce que l'éducation nationale peut-elle compenser le vide éducationnel quand il existe dans certaines familles? C'est bien là le problème, parce que à l'époque de Condorcet et même jusqu'à celle de Jules Ferry, c'était pas d'éducation nationale qu'il s'agissait, mais d'instruction publique. La vocation de l'État était de faire passer un certain nombre de connaissances pour former les citoyens. Et l'aspect moral de l'éducation était confié aux familles. Aujourd'hui, on se rend compte que face à la démission d'un certain nombre de familles, face aux pressions de toutes sortes, l'instruction est devenue éducation, c'est-à-dire que l'État prend en charge une part de l'éducation morale des futurs citoyens. C'est d'ailleurs pour ça que je cite volontiers Jean Jaurès dans son discours pour une remise des prix en 1904 et qui précise que nulle autorité, ni famille, ni organisation, ni confession ne peut s'interposer entre le devoir de l'État et l'instruction publique. Par conséquent, je crois qu'effectivement, la laïcité a étendu son champ aujourd'hui. Elle n'est plus étroitement liée à une neutralité bienveillante à l'époque de la Troisième République. Il faut maintenant aller un petit peu plus loin. Quant à la séparation Église-État, Crémieux en 1880, qui quelque part a préparé les lois de 1905, disait la franc-maçonnerie, c'est le soldat de la raison. Et la question qu'on peut se poser en 2020, est-ce que le soldat de la raison, franc-maçonnerie, a encore un pouvoir d'influence? C'est une bonne question. Malheureusement, la réponse va se perdre dans le vague. Je crois qu'effectivement, la franc-maçonnerie pourrait avoir un engagement un peu plus fort envers les valeurs de la République, surtout dans la période où nous sommes. Je crois que je vais reprendre l'expression de Jaurès qui parle de l'école. Il parle d'une école comme de l'école de la République et de la raison. Ça veut dire que la raison doit être le principe dominant dans l'éducation et que la laïcité est une disposition qui nous permet de nous affranchir des croyances, des fake news, effectivement, et la tâche est immense que d'essayer d'apprendre aux enfants, aux élèves et aux étudiants à savoir choisir les bonnes informations. Et dans ce domaine-là, je crois que la franc-maçonnerie, elle ne doit pas succomber aux nouvelles improbables qui arrivent de toutes parts, mais elle doit de temps en temps prendre la parole publiquement pour préconiser l'usage de la rationalité dans l'information. Est-ce que là, quand on parle de spiritualité laïque, est-ce qu'on n'est pas là en face d'un oxymore? Et je voudrais en savoir plus sur la laïcité, valeur ou principe. Il faut absolument distinguer ces deux termes de spiritualité et de laïcité parce qu'ils ne se situent pas du tout sur le même champ sémantique. La laïcité est une disposition législative, ça n'est pas une valeur en soi. C'est une façon que l'État utilise
pour sauvegarder son indépendance par rapport à ce que j'appelais tout à l'heure les croyances et l'irrationnel, qui sont tout à fait honorables par ailleurs, mais seulement dans le champ où elles peuvent s'exprimer. Par conséquent, la spiritualité, qui est d'un tout autre ordre, ne peut pas s'appeler spiritualité laïque. On peut parler de spiritualité sans dogme, voire même de spiritualité sans Dieu, de spiritualité hors des églises, mais à mon avis, et comme vous le disiez, le terme de spiritualité laïque est incorrect, parce qu'il rassemble deux termes qui ne sont pas du même champ sémantique. Puisqu'on parle de spiritualité, parlons un peu de religion. Religion, tout le monde sait qu'il y a deux sens possibles, hein, religere ou religare, relier ou relire. Anderson, à la création des constitutions au XVIIIe siècle, avait quand même eu le nez creux en parlant de religion naturelle. Est-ce que la religion naturelle d'Anderson, elle est encore d'actualité? Je dirais plus que jamais. Plus que jamais. Ce concept de religion naturelle naît bien avant Anderson. On le voit déjà apparaître à la fin du XVIe siècle, que l'homme est naturellement porté à une spiritualité et que cette spiritualité peut s'épanouir hors des contraintes théologiques des églises qui existent. Elle prend une actualité particulière au moment de la Révolution française, en 1789, 90, 91, justement quand Robespierre et quelques autres essaient d'instaurer le culte de la déesse Raison. Ils ont compris que l'homme, le peuple en général, a besoin d'une structure religieuse qui porte sa spiritualité ailleurs que sur les dogmes fermés de l'Église de l'époque. Alors, la religion naturelle est-elle ce qu'on appelle aujourd'hui par spiritualité? Ça y ressemble beaucoup, effectivement. Il y a des rapprochements à faire, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose parce que la religion naturelle, au fond, si l'on suit les écrits de ceux qui se sont rangés sous ce vocable-là, elle est plutôt déiste. Et on peut avoir des spiritualités qui ne s'encombrent pas, si je peux dire, du concept de Dieu. Par conséquent, les spiritualités d'aujourd'hui prennent sans doute racine dans le concept de religion naturelle, mais le dépassent largement. Pourquoi Henri Corbin trouvait le monothéisme asservissant? Il écrit ça dans les paradoxes du monothéisme parce qu'il constate, et nous on peut le constater effectivement dans notre histoire européenne, que les polythéismes en général ont été beaucoup plus tolérants que les monothéismes qui sont arrivés par la suite. La religion romaine était extrêmement favorable. Il suffisait de déclarer le culte à n'importe quel dieu et ça ne posait pas de problème pourvu qu'on souscrive à l'empereur. Il y a donc dans le monothéisme une espèce de tentation dogmatique, une volonté de rejoindre l'essentiel tout à fait légitime, mais qui passe par une exigence telle, dogmatique telle, qu'elle enferme le monothéisme dans son propre piège. Les monothéismes, c'est vrai, peut-être moins du christianisme que de l'islam, veulent tellement placer le Dieu hors d'atteinte, omnipotent et tout-puissant, qu'ils sont obligés, pour établir la relation avec l'homme, de passer par un certain nombre de dogmes qui enferment effectivement les fidèles. Et c'est là le paradoxe du monothéisme, c'est-à-dire que son succès a fait sa perte. Est-ce que la tolérance versus le communautarisme, est-ce que cette tolérance, ça ne pourrait pas ressembler étrangement au Munich de l'Europe par rapport à l'islamisme? Les communautarismes, c'est un
un sujet quasi inépuisable. Inépuisable parce que pourquoi reprocher à quelqu'un de vouloir s'abriter dans une communauté de culture, de tradition, de religion, etc., à partir du moment où il n'est pas que cela, où son identité ne se résume pas à sa communauté, ça n'a rien de déshonorant. Par contre, il faut bien savoir qu'à partir du moment où on tolère un certain nombre de comportements d'une communauté, il faut savoir que la tolérance inclut le principe de réciprocité. C'est-à-dire que ce que j'autorise à une communauté, cette communauté-là doit aussi me l'autoriser à moi. C'est, à mon avis, ce qui pose les bornes de la tolérance. Ok. Alors, vers la fin et à la fin de votre ouvrage, vous approchez d'une certaine solution en parlant de créolisation. Est-ce que la créolisation est différente du multiculturalisme? Pourquoi? Comment? C'est complètement différent. Alors, ce n'est pas une invention de ma part, hein. Le terme de créolisation, je l'ai pris chez Édouard Glissant et d'autres antillais en particulier qui connaissaient bien le phénomène et qui ont montré qu'à la différence du multiculturalisme, la créolisation sert à fabriquer quelque chose de nouveau. Dans le multiculturalisme, on a toujours des communautés qui sont des communautés ou des cultures qui sont juxtaposées. Dans le phénomène de créolisation, eh ben, on crée un créole, c'est-à-dire quelque chose de neuf qui prend des deux cultures ou des deux communautés, mais qui crée vraiment une nouvelle culture à partir des autres bases supports. C'est ça, le phénomène de créolisation. Un exemple, l'art gothique en particulier. On célèbre la voûte gothique française et d'Île-de-France. Oui, mais elle est née en Iran et elle a été importée par des immigrés qui sont venus travailler sur cette partie de l'Europe. Donc voilà ce phénomène important qu'on oublie trop souvent quand on parle de culture ou d'immigration, c'est que nous sommes tous le produit d'immigration successive et que c'est ce que j'appelle le phénomène de créolisation parce que avec ces apports différents, on crée quelque chose de nouveau. J'en veux pour preuve aussi le renouveau de l'art pictural français au début du XXe siècle avec l'apport de l'art d'Afrique en particulier. À un certain moment donné, la culture s'épuise et il faut quelque chose qui vienne de l'extérieur, d'étranger, pour lui redonner, la revivifier. Eh bien, merci beaucoup, Robert, pour votre travail. Merci de revisiter des concepts laïcité, tolérance et rôle de la franc-maçonnerie qui nous aident à rassembler plutôt qu'à diviser. Merci, Jacques. Bonne journée.